C'était le réveillon du Nouvel An. J'avais invité mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils pour fêter ça ensemble. Nous rions autour de la table quand le téléphone de mon fils a sonné. Un appel du boulot, a-t-il dit avant de s'éclipser au sous-sol. Au même moment, mon petit-fils de 9 ans, Lucas, s'est excusé pour aller aux toilettes. Quand il est revenu, il était livide, les mains tremblantes. Il m'a attrapé le bras, m'a tiré à l'écart et a chuchoté. « Papy, il faut qu'on parte tout de suite. J'ai entendu papa parler de toi. » Ce que Lucas m'a dit ensuite m'a glacé le sang. À 22h30 ce soir-là, j'étais enfermé dans ma salle de bain en train de composer le 17 pendant que mon fils essayait de défoncer la porte. Je dressais la table quand les souvenirs m'ont envahi. Marguerite, ma femme, il y a 3 réveillons de cela, riant parce qu'elle avait fait brûler les petits pains. Antoine, me disait-elle, après 42 ans, on pourrait croire que je maîtriserais ce four. Je l'avais embrassé en lui disant qu'ils étaient parfaits. Ils ne l'étaient pas, mais elle, si. Ce soir, les pains venaient de la boulangerie du coin. La table semblait trop grande. Pour la première fois en 43 ans, j'organisais le réveillon seul. Enfin, pas tout à fait. Mon fils, Adrien, venait avec sa famille. Cela aurait dû me réconforter, mais ce n'était pas le cas. La sonnette a retenti à 17h15. J'ai ouvert pour trouver Adrien en train de secouer la neige de ses bottes. Christine, ma belle-fille, suivait avec son sourire de façade, et Lucas, mon petit-fils, serrait son sac à dos comme un bouclier. Papa. Adrien m'a serré brièvement dans ses bras. J'ai senti l'odeur d'un parfum coûteux. Quelque chose de nouveau. En se reculant, j'ai remarqué sa montre. Une Rolex en or rose, le genre d'objet qui coûte plus cher que ce que je gagnais en 6 mois d'enseignement de la littérature au lycée à Lyon. Le mois dernier, il m'avait dit être aux abois. Le marché immobilier est brutal en ce moment, papa. On a peine à garder la tête hors de l'eau. J'avais proposé mon aide. Il avait refusé. La montre disait le contraire. Donnez-moi vos manteaux, ai-je dit. Christine m'a tendu le sien, du cachemire, et j'ai aperçu son sac à main sur la console. Un Prada. 3 000 € minimum. Ça sent délicieusement bon, a dit Christine d'un ton trop enjoué. Elle avait cette gaieté forcée qui sonnait faux. Qu'est-ce qu'on mange? Un poulet rôti, de la purée et les haricots verts de Marguerite. Oh. Son sourire a vacillé. Charmant. Nous sommes passés dans la salle à manger. J'avais dressé 4 couverts sur la table en chêne que mon père avait fabriquée, solide, marquée par des décennies de repas familiaux. Adrien a tiré la chaise de Christine, puis la sienne, ses yeux dérivant déjà vers son téléphone. Lucas s'est assis à côté de moi, silencieux. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Alors, l'école, ça va mon grand? Ça va. Il n'a pas levé les yeux. J'ai enseigné pendant 38 ans. Je connaissais la différence entre un ça va normal et le regard d'un enfant qui observe quelque chose qu'il ne comprend pas. Lucas observait son père. Le téléphone d'Adrien a vibré 1, 2, 3 fois. À chaque fois, sa mâchoire se crispait, il vérifiait l'écran, les articulations blanchies, puis le reposait sans répondre. Tout va bien au cabinet? Ai-je demandé en passant le plat. Ça va, le même mot creux que Lucas avait utilisé. Christine a comblé le silence avec des bavardages sur les soldes au centre commercial de la Pardieu, les voisins qui rénovaient, la pièce de théâtre de Lucas. J'acquiesçais au bon moment, mais je surveillais Adrien. Mon fils avait toujours été facile à lire. Enfant, il portait ses émotions à fleur de peau. Quelque part entre ses années de sport-études et sa carrière de promoteur immobilier, il avait appris à les cacher. Mais un père sait. Ce soir, j'ai vu de la peur. Le téléphone a vibré à nouveau. La fourchette d'Adrien a claqué contre l'assiette. Désolé, a-t-il marmonné. Le boulot. C'est. Il n'a pas fini sa phrase. Il avait déjà l'appareil à l'oreille en repoussant sa chaise. Je dois prendre ça. Le sourire de Christine n'a pas flanché. Bien sûr, chérie. Adrien a jeté un coup d'île à l'écran, et son expression a changé. Je n'en ai pas pour longtemps, a-t-il dit avant de se diriger vers le sous-sol. La porte s'est refermée. Ses pas ont résonné dans l'escalier,
s'atténuant jusqu'au silence. Kristen continuait de parler de bonnes affaires, mais je n'écoutais plus. Je regardais Lucas. Il avait posé sa fourchette. Son jeune visage était tourmenté, les yeux fixés sur l'embrasure vide où son père avait disparu. C'était la même expression qu'il avait lors des funérailles de Marguerite, il y a 3 ans. Trop jeune pour comprendre la mort, mais assez vieux pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Avant que je puisse lui demander si tout allait bien, Lucas a repoussé sa chaise et s'est levé. « Je dois aller aux toilettes », a-t-il bredouillé en s'éloignant déjà. « Chérie, utilise celle du haut. » A lancé Kristen, mais il était déjà parti. Je me suis remis à débarrasser les assiettes, écoutant à moitié Kristen, mais quelque chose me chiffonnait. Lucas n'était pas monté. J'avais entendu ses pas feutrés se diriger vers le couloir du sous-sol. Mon estomac s'est noué. J'ai posé la vaisselle et je me suis dirigé vers la porte de la cave. Avant que je ne l'atteigne, elle s'est ouverte brusquement et Lucas en est sorti en trébuchant. Il était blanc comme un linge. Je l'ai rattrapé alors qu'il manquait de tomber. Il tremblait de tout son corps. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai entraîné vers la cuisine, loin des bavardages incessants de Kristen. Ses petites mains s'agrippaient à ma hanche. Papy, j'ai entendu papa parler. Mon grand, tu ne devrais pas écouter aux portes. Il m'a coupé, terrifié. Il parlait de toi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment ça? Il a dit. Mourir est ce soir, et à ton nom. Je me suis accroupi en lui tenant les épaules. Tu es sûr? Il a dit chaudière et carbone quelque chose. Et des chiffres, des gros chiffres. 750 000. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Papy, il a dit d'ici demain matin. Ça veut dire quoi? Monoxyde de carbone. Le détecteur de co qui manquait dans ma chambre. La chaudière. 750 000 €. Mon assurance vie. Adrien était le bénéficiaire. Non, c'était insensé. Lucas avait du mal comprendre, une conversation sur un sinistre immobilier d'un client peut-être. Mon fils ne ferait pas. Ne pourrait pas. Pourtant, mes mains tremblaient. Est-ce qu'il t'a vu? Lucas a secoué la tête. Je me suis caché derrière le ballon d'eau chaude, mais la voix de papa était bizarre. Pas comme d'habitude. Des pas dans l'escalier du sous-sol. Adrien remontait. J'ai serré l'épaule de Lucas. Pas un mot à personne. Promets-moi. Lucas a hoché la tête, les yeux écarquillés par l'effroi. La porte de la cuisine s'est ouverte. Tout va bien? A demandé Adrien. Son ton était décontracté. Ses yeux ne l'étaient pas. Il faisait la navette entre Lucas et moi, vif, scrutateur. Je sentais la main de mon petit-fils trembler dans la mienne. Très bien, ai-je dit, plus fermement que je ne me sentais. Lucas m'aidait juste pour la vaisselle. Lucas a acquiescé, mais ses doigts tremblaient en ramassant un torchon. Adrien nous étudiait. Pouvait-il entendre mon cœur cogner? Savait-il que nous savions? La voix de Kristen a résonné depuis le salon. Adrien, les meilleurs sont là. Il s'est détourné, mais pas avant que je saisisse quelque chose dans son regard. Un calcul. Comme un joueur d'échecs décidant de sacrifier une pièce. La sonnette a carillonné. Les Meyer, nos voisins depuis 15 ans, arrivaient avec un gratin dauphinois et de grands sourires. Derrière eux suivraient les Miller, puis les Kowalski, des visages familiers qui remplissaient notre maison à chaque fête depuis que Marguerite et moi nous étions installés à Lyon. Ils allaient boire du champagne, rire et faire le décompte jusqu'à minuit. Aucun d'eux ne se douterait de rien. Je me tenais dans ma cuisine, serrant la main tremblante de mon petit-fils, et la vérité s'est cristallisée. Mon fils, mon enfant unique, le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, à lasser ses chaussures et à distinguer le bien du mal, prévoyait de me tuer ce soir. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai joué l'hôte parfait en mode automatique. J'ai serré des mains, accepté des plats, ri à des blagues que je n'entendais pas. La maison se remplissait de chaleur et de bavardage, mais tout ce que j'entendais, c'était la voix de Lucas. Chaudière, monoxyde de carbone, ce soir. Il fallait que ce soit un malentendu. Une conversation sur l'assurance d'un client que Lucas aurait mal interprété.
Mon fils ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Mais j'avais besoin de savoir. Vers 19 heures, j'ai vu Adrien accueillir les patelles à la porte d'entrée, me tournant le dos. C'était maintenant ou jamais. La maison me semble froide, ai-je annoncé. Je vais jeter un île à la chaudière. Oh, laisse Adrien le faire plus tard, a protesté Christine. Je vérifie cette chaudière depuis 40 ans, ai-je répondu en m'éloignant déjà. Ça ne prendra qu'une minute. Je suis descendu à la cave, chaque marche me semblant être une descente dans un cauchemar. Le sous-sol était frais, silencieux. Je m'approchai de la chaudière, une vieille frisquée mais bien entretenue. Je l'avais maintenue en état de marche depuis 1998. Je me suis accroupi pour examiner le conduit d'évacuation. Mes doigts ont suivi son tracé. Il aurait dû s'évacuer vers l'extérieur à travers le mur. Au lieu de cela, il avait été redirigé. Quelqu'un avait déconnecté le tuyau externe et l'avait pointé vers le haut, vers la grille de ventilation menant directement à la chambre. Le travail était récent. Je voyais des rayures fraîches sur les raccords des tuyaux. Ma gorge s'est serrée. Près de la chaudière se trouvait une poubelle. À l'intérieur, mon détecteur de monoxyde de carbone. Je l'ai sorti, j'ai ouvert le compartiment des piles. La pile était bonne, une 9 volts pleine. Quelqu'un l'avait retirée délibérément. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Quand la chaudière tournerait ce soir, le monoxyde de carbone se déverserait dans ma chambre au lieu d'aller dehors. Je m'endormirais pour ne plus jamais me réveiller. Une intoxication accidentelle. Tragique, mais courant dans les vieilles maisons au système vieillissant. Et Adrien toucherait 750 000 €. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. J'ai pris des photos du conduit redirigé sous 3 angles différents. Le détecteur dans la poubelle, le numéro de série de la chaudière. Mon instinct de professeur. Tout documenté. Au-dessus de moi, le parquet a craqué. Des pas lents, délibérés, traversant la cuisine, se rapprochant. Quelqu'un marchait vers la porte du sous-sol. Papa. La voix d'Adrien depuis le haut de l'escalier. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche, l'évidence brûlant contre ma poitrine. Je vérifie juste le filtre. Ai-je lancé, forçant ma voix à paraître normale. Chaque syllabe me semblait peser une tonne. Tout va bien. Je remonte. Il y eut un silence. Un silence assez long pour que je l'imagine descendre, me surprendre avec les photos, comprendre. Ne reste pas là-bas trop longtemps, a-t-il finalement dit, plus doucement. Il commence à faire froid. Ses pas se sont éloignés. Je suis resté seul dans la cave, fixant la chaudière qui aurait dû me tuer ce soir, et j'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. Ce n'était plus de la peur. C'était autre chose, quelque chose de proche de la rage. Mon fils avait fait ça. Il avait tordu le métal et redirigé les tuyaux de ses propres mains. Il avait planifié ma mort alors qu'il était assis en face de moi au dîner. Je suis remonté lentement. En haut, j'entendais la musique, les rires, la fête. Ici, en bas, je venais de trouver la preuve que mon fils unique me voulait mort. Vers 20 heures, je ne pouvais plus maintenir la façade. Excusez-moi, j'ai dit au Miller en pleine conversation. Une migraine, j'ai besoin de m'allonger. Des murmures inquiets m'ont suivi à l'étage. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et j'ai entendu le loquet s'enclencher comme un coup de feu. Derrière moi, les bruits de la fête, les rires étouffés, la normalité. Devant moi, mon téléphone avec des photos que j'aurais aimé ne jamais avoir à prendre. Je me suis assis sur le bord du lit que Marguerite et moi avions partagé pendant 40 ans. Je faisais défiler les photos. Le conduit redirigé était clair, sans équivoque, intentionnel. Je revoyais Adrien à 8 ans dans son uniforme de football. « Je t'aime, papa », m'avait-il dit après que je l'ai emmené à l'entraînement tous les jours pendant un mois. Quand ce petit garçon était-il devenu cet homme? Je me suis souvenu de Marguerite, 2 mois avant que le cancer ne l'emporte. Elle m'avait serré la main. Surveille Adrien. Il choisit toujours la facilité. Les raccourcis. J'avais balayé ses craintes. Il est juste ambitieux, Maggie. Non, avait-elle dit, il est aux abois, et les gens aux abois font des choses désespérées.
Je n'avais pas compris alors. Je comprenais maintenant. Les signes que j'avais ignorés me revenaient en mémoire. L'année dernière, Adrien s'enquérant de mon assurance vie. Juste par curiosité. Il y a 6 mois, suggérant que je mette à jour mon testament pour l'optimisation fiscale. Il y a 3 mois, insistant pour que je m'installe chez lui pour qu'on puisse s'entraider. Je pensais qu'il était attentionné. Il était stratégique. Mes options défilaient. L'affronter directement? Non, il était désespéré, dangereux. S'il était acculé, que ferait-il? Partir de la maison? Pour aller où? Prendre un hôtel un soir de réveillon sans explication? Plus important encore. La chambre de Lucas était aussi au 2e étage. Le monoxyde de carbone monte. Si la chaudière tournait, Lucas mourrait aussi. Adrien y avait-il pensé? S'en souciait-il? Appelez la police maintenant. Oui, mais le moment était crucial. Si Adrien réalisait que je savais, il pourrait fuir, ou pire. Je devais attendre qu'il soit tard, proche du moment où il s'attendrait à ce que je dorme. Trouver une pièce avec un verrou. Appelez le 17. Gardez Lucas en sécurité. J'ai vérifié la batterie de mon téléphone. 47%. Suffisant. J'ai téléchargé les photos sur le cloud. Une sauvegarde au cas où il arriverait quelque chose à mon appareil. Dehors, des pas dans le couloir. Un coup discret à la porte. La voix d'Adrien, inquiète. Papa? Tu es là-haut depuis un moment. Tout va bien. Je me suis levé, j'ai empoché mon téléphone et j'ai ouvert la porte. Adrien se tenait dans l'encadrement, sa silhouette découpée par la lumière du couloir. À la main, il tenait un verre de vin rouge qui paraissait presque noir dans la pénombre. J'ai pensé que tu en aurais besoin, a-t-il dit en s'approchant. Une grosse soirée, ça t'aidera à te détendre. Son sourire était chaleureux, ce même sourire que j'avais aimé toute ma vie. Ça t'aidera même à mieux dormir. Le mot dormir a résonné entre nous comme une lame. J'ai regardé mon fils, cherchant le monstre sous le visage familier de l'enfant que j'avais élevé. J'ai pris le verre. Merci, Adrien. C'est attentionné. Bois tout, papa. Il ne bougeait pas, il attendait. J'ai porté le verre à mes lèvres, laissant le vin effleurer ma langue sans l'avaler, sentant les tanins amers, puis je l'ai abaissé. Parfait. Je le finirai en bas. Ses épaules se sont relâchées. Dès qu'il est parti, je me suis précipité dans la salle de bain pour vider le vin dans le lavabo. Je l'ai regardé tourbillonner dans la bonde, sombre comme du sang. Je me suis forcé à redescendre, le verre vide à la main. La fête battait son plein, une vingtaine de personnes maintenant. Le champagne coulait, la musique couvrait les voix. Je déambulais comme un fantôme. Adrien revenait sans cesse à mes côtés. Papa, tu as l'air épuisé. Tu devrais te coucher tôt. Chaque suggestion était un compte à rebours vers ma mort. Vers 21h30, j'ai surpris Adrien et Christine dans la cuisine. Adrien serrait le poignet de sa femme, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Elle est devenue livide. Elle a hoché la tête et il l'a relâchée. À 22h, j'ai trouvé Lucas sur le canapé. Je me suis assis près de lui et j'ai murmuré. Mon grand, rends service à papy. Dors sur le canapé ce soir. Dis à maman que tu veux rester debout pour les films. J'ai serré son épaule. C'est important. S'il se passe quoi que ce soit de bizarre, tu cours chez les Johnson, les voisins. Tu appelles le 17. Tu leur dis exactement ce que tu as entendu ton père dire. Tu comprends? Ses yeux se sont remplis de larmes. Papy, j'ai peur. Moi aussi, Lucas. Mais ça va aller. De quoi discutez-vous? La voix d'Adrien a surgi derrière nous. Juste des trucs de grand-père et petit-fils, ai-je menti? Ses yeux se sont plissés, suspicieux. 22h15. Les derniers invités commençaient à mettre leur manteau. 22h30. Je me suis éclipsé dans les petites toilettes près de la cuisine, celle qui ferme à clé. J'ai tourné le verrou. Un clic solide. Dehors, la voix d'Adrien. Papa? Ça va là-dedans?
Tu es pâle depuis tout à l'heure. J'ai sorti mon téléphone. 22h31. 42% de batterie. 1 à 7. 3 chiffres pour mettre fin à ma famille. Le bouton de la porte a tremblé. Une fois, 2 fois. Il testait la serrure. Il savait. J'ai appuyé sur appel. Police secours, j'écoute. J'ai chuchoté. Je m'appelle Antoine Morin. J'habite au 2847 chemin de la Croix-Rousse, à Lyon. Mon fils et ma belle-fille essaient de me tuer ce soir. Ils ont saboté la chaudière pour m'intoxiquer au monoxyde de carbone. Mon petit-fils de 9 ans, Lucas, est dans la maison. J'ai les preuves en photo. Êtes-vous en danger immédiat? A demandé l'opératrice avec un calme professionnel. Oui, je suis enfermé dans les toilettes. Ils pensent que je vais dormir dans ma chambre. Le gaz me tuera d'ici le matin. Monsieur Morin, j'envoie des patrouilles immédiatement. Restez en ligne. Un grand coup contre la porte m'a fait presque lâcher l'appareil. Papa. Adrien criait maintenant. Ça fait 15 minutes que tu es là. Ouvre. Je peux t'aider. Je ne me sens pas bien, laisse-moi. Ai-je hurlé en couvrant le micro. L'opératrice martelait. Ne déverrouillez pas cette porte. Le cadre de la porte a craqué. Adrien jetait tout son poids contre le bois. Il est au téléphone. A crié Christine. Adrien, il appelle les flics. Lucas. Mets tes chaussures. A hurlé Adrien. On s'en va, tout de suite. Non. Lucas, reste là. Ai-je crié depuis ma cachette. Les secours sont à 30 secondes, monsieur Morin, disait l'opératrice. Un nouveau fracas. Le bois a éclaté. La porte n'allait plus tenir longtemps. Puis, les sirènes, proches, déchirant le silence de la nuit. Tout s'est arrêté. Oh mon Dieu, a murmuré Christine. Monsieur Morin, les agents sont devant votre porte. J'ai entendu un bélier percuter ma porte d'entrée. Police. Tout le monde au sol. Des bruits de bottes lourdes ont envahi la maison. Monsieur Morin, vous pouvez sortir. Vous êtes en sécurité. J'ai ouvert la porte, les mains tremblantes. Une policière se tenait dans le couloir, la main sur son arme. Monsieur Antoine Morin? Oui. Votre petit-fils Lucas est en sécurité en bas avec nos collègues. Je suis sorti dans le couloir. Adrien était à 5 mètres de moi, le visage congestionné, les yeux injectés de sang. Entre nous, rien que 15 pieds de couloir et 40 ans de mensonges. Il respirait fort, les poings serrés. Christine, près de la porte de derrière, tenait Lucas par l'épaule. Mon petit-fils était en larmes. Laisse partir Lucas, ai-je dit d'une voix creuse. C'est entre toi et moi. Tu les as appelés. Adrien suffoquait. Tu as vraiment appelé la police contre ton propre fils? Tu as saboté la chaudière, ai-je répondu. Tu allais me tuer ce soir pour l'argent de l'assurance. On n'allait pas vraiment le faire. A glapi Christine, désespérée. C'était juste un plan de secours. On aurait changé d'avis. Tais-toi, Christine. A aboyé Adrien. Il s'est tourné vers moi, la détresse inondant son visage. Papa, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. 645 000 € de dette. Des usuriers, des vrais. Ils menaçaient de me tuer, de s'en prendre à Lucas. Je me noyais. Alors tu as décidé de me noyer à ta place, ai-je murmuré. Tu as 65 ans. Tu as vécu ta vie. Maman est partie. Qu'est-ce qu'il te reste? Cet argent dormait là, alors que nous. Alors que moi. Sa voix s'est brisée. Tu allais mourir de toute façon. On a des antécédents cardiaques dans la famille. On avait juste besoin de cet argent plus tôt. Tu n'en avais pas besoin, Adrien. Tu le voulais. Et tu étais prêt à assassiner ton père pour l'obtenir. Quelque chose s'est brisé dans l'expression d'Adrien. C'était soit du remords, soit la simple réalisation que tout était fini. Papa, s'il te plaît, a-t-il supplié d'une voix brisée.
Tu peux leur dire que c'était une erreur, un malentendu. Dis que je parlais du dossier d'un client, que Lucas a mal entendu. La famille est censée se protéger, Adrien, pas s'entuer, ai-je simplement répondu. Des reflets bleus et rouges ont balayé les fenêtres de la façade. Des bottes lourdes ont tonné sur le perron. La porte d'entrée a été forcée. Adrien a regardé la porte, puis moi, puis son fils. Tout son corps s'est affaissé dans la défaite. Pendant une seconde terrible, ses yeux étaient ceux d'un animal traqué, mais la lutte a fini par l'abandonner. « Va voir papy, Lucas », a-t-il murmuré. Mon petit-fils a couru vers moi. Je l'ai serré fort contre ma poitrine, sentant son petit corps trembler de tous ses membres. Par-dessus son épaule, j'ai vu les policiers armés faire irruption dans le couloir. Les mains en l'air. Tout le monde au sol. J'ai pressé le visage de Lucas contre mon épaule pour qu'il ne voie pas son père être plaqué au sol. Pour qu'il n'entende pas le clic des menottes sur les poignets de sa mère. Pour qu'il ne voie pas l'instant exact où notre famille a volé en éclats. Mais moi, je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai vu le visage de mon fils pressé contre le parquet. Ses lèvres bougeaient, murmurant peut-être pardon, peut-être pourquoi, ou peut-être rien du tout. J'ai senti mes 40 ans de paternité se fissurer comme une glace qui rompt. L'heure suivante ne fut qu'un flou de badge, de procédure et de déposition. Mon salon, où nous fêtions la nouvelle année quelques instants plus tôt, était devenu une scène de crime. Un ruban jaune bloquait l'accès au sous-sol. Des marqueurs de preuve étaient disposés partout. Un photographe documentait la chaudière et le détecteur de co désactivé. Je suis resté assis sur mon canapé, tel un invité dans ma propre maison. Lucas était blotti contre moi. Une inspectrice, le lieutenant Foster, s'est approchée. Elle s'est accroupie à ma hauteur. Monsieur Morin, je dois vous demander. Est-ce que votre chambre et celle de votre petit-fils sont toutes deux au premier étage? Oui, pourquoi? Ai-je demandé. Son expression est devenue grave. Le monoxyde de carbone est plus léger que l'air. Il monte. La concentration aurait atteint des niveaux mortels dans tout l'étage d'ici le matin. Ils allaient vous tuer tous les deux. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. J'ai regardé Lucas et quelque chose en moi s'est brisé à nouveau. Adrien savait. Il devait le savoir, et il l'avait fait quand même. Le lieutenant Foster s'est levé pour partir. Sur le seuil, elle s'est retournée. Monsieur Morin, aviez-vous jamais soupçonné votre fils d'être capable d'une chose pareille? J'ai regardé l'horloge. Minuit 47, le premier jour de l'année 2026. Un nouveau départ que j'avais failli ne pas voir. Non, ai-je répondu d'une voix lointaine. J'étais professeur. J'ai enseigné l'éthique et la littérature pendant 38 ans. Je lui ai parlé de la tragédie, de l'orgueil, de la différence entre le bien et le mal. Ma gorge s'est serrée. Ou du moins, je pensais l'avoir fait. Le procès a duré 3 semaines. J'y ai assisté chaque jour, assis au dernier rang, écoutant les procureurs exposer les dettes de jeu et les échecs immobiliers d'Adrien. Adrien James Morin a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Kristen a été reconnue coupable de complicité de meurtre et de mise en danger d'autrui. Adrien a écopé de 25 ans de prison. Kristen de 20 ans. Alors qu'on l'en est, Adrien m'a lancé un dernier regard. Ni excuse, ni remords. Seulement de la colère. Ses lèvres ont formé des mots que je n'avais pas besoin d'entendre. C'est ta faute. Peut-être avait-il raison. Peut-être avais-je échoué bien avant qu'il ne tente de me tuer. Aujourd'hui, Lucas vit avec moi à plein temps. Nous avons construit de nouvelles routines. Nous avons planté un érable du Japon dans le jardin, symbole de renouveau. Parfois, je regarde par la fenêtre et je ne vois pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons sauvé. Nous-mêmes, ensemble, encore vivants. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. C'est le poison lent qui permet au mal de s'épanouir au nom de la loyauté familiale. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas douce. Parfois, elle exige que nous sacrifions ce que nous aimons le plus pour sauver ce qui compte davantage. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez.
Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.